La réforme des retraites, les grèves, les manifestations occultent le reste de l'actualité. Et pourtant, le monde continue de tourner. Nous avons donc décidé à Marianne TV de pratiquer la contre-programmation et de faire un point sur la guerre en Ukraine, la situation militaire sur le terrain, les hypothèses pour les prochains mois, la situation économique de la Russie et l'efficacité des sanctions. Premier volet aujourd'hui donc, la situation militaire. L'Ukraine a 3 atouts. Le premier est que l'agression russe a créé un sentiment national. Il existait déjà, mais était surtout sensible à l'ouest du pays. Aujourd'hui, ce sentiment s'est répandu dans tous les territoires qui restent sous contrôle ukrainien. L'armée, les professionnels comme les territoriaux qui ont été mobilisés se battent pour leurs terres, à la différence des conscrits russes qui ont du mal à saisir les enjeux de ce conflit. Deuxième atout, l'armée ukrainienne a été bien préparée. C'est maintenant une évidence. L'OTAN, ou plutôt les Américains et les Britanniques, ont formé une partie de cette armée de professionnels et les a familiarisés avec l'utilisation des dernières technologies, notamment numériques. Comme l'expliquait un ancien ambassadeur de France en Russie, la question n'était pas tant de savoir si l'Ukraine allait entrer dans l'OTAN, puisque l'OTAN était déjà dans l'Ukraine depuis des années. Cette agilité numérique des Ukrainiens contraste avec le comportement de l'armée russe qui a quelques années de retard dans ce domaine. Dernier atout, la mobilité, l'agilité. L'armée ukrainienne est meilleure dans les contre-offensives rapides, les percées. On l'a vu notamment dans la région de Kharkiv. C'est un peu comme lors de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands étaient passés maîtres dans l'art des offensives rapides contre la France, contre l'URSS, alors que les Russes étaient bien meilleurs dans la défensive, comme à Leningrad et à Stalingrad. Nous assistons un peu au même phénomène en Ukraine. Le général hiver rend les offensives coup de poing plus difficiles. Les Russes, eux, sont plus à même de développer leurs atouts qui sont en regard les faiblesses de l'Ukraine. Quels sont les atouts des Russes ? D'abord, ils ont quand même appris de leurs erreurs. Sur un front de 1000 km, ils ont cherché à attirer une partie de l'armée ukrainienne dans un combat meurtrier au milieu du Donbass. C'est tout l'enjeu de la bataille de Bakhmout qui dure depuis des mois, où l'armée ukrainienne est retranchée, car si Bakhmout tombe, c'est la route de Kramatorsk qui est ouverte avec un risque d'effet domino. En pilonnant cette région, en essayant de gagner mètre par mètre, rue par rue, colline par colline, les Russes cherchent à fixer le maximum de troupes ukrainiennes, à en éliminer un maximum, ce qui rend plus difficile des contre-offensives ukrainiennes dans le sud, vers Mélitopol et la Crimée. Et c'est terrible à dire, l'astuce apparemment efficace de l'état-major russe, c'est d'avoir laissé les miliciens de Wagner en première ligne. Des miliciens recrutés pour une bonne part dans les prisons, qui ont une forte motivation, celle au bout du compte de retrouver la liberté. Pour eux, cette guerre, c'est la liberté ou la mort. Ce sont des hommes habitués à la dure, à la violence et qui n'ont pas d'état d'âme. Ils seraient au total près de 50 000. Mis en première ligne, ils ont l'avantage de diminuer les pertes des conscrits de l'armée russe proprement dite. Cette stratégie est horrible, elle nous choque profondément, mais il faut quand même rappeler que la privatisation de la guerre, les mercenaires, ne date pas d'aujourd'hui, et qu'en Irak, l'armée américaine avait largement sous-traité à des compagnies privées les combats contre les poches de résistance de l'armée irakienne. Les faiblesses de l'Ukraine aujourd'hui se situent au niveau des hommes et du matériel, à l'inverse des Russes. Le réservoir humain ukrainien est limité, alors que les Russes peuvent accroître encore la conscription. Au niveau des matériels, l'armée ukrainienne est un peu en bout de course pour ce qui est des armes d'origine soviétique, notamment les engins blindés, les canons et les munitions. Ils ont récupéré des anciens pays du pacte de Varsovie, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, tous les vieux matériels soviétiques. Ils ont également pris aux Russes pas mal de tanks, mais après près d'un an de guerre, ces matériels ont été peu à peu détruits. Il y a de moins en moins de pièces détachées et le bricolage n'a qu'un temps. Reste les matériels fournis par les Occidentaux. Ce sont eux qui causent finalement le plus de dégâts aux Russes. Mais là aussi, la consommation de munitions est quelque peu hallucinante et il y a de moins en moins de stocks en Occident. Les Russes, eux, ont basculé dans une économie de guerre et leurs usines produisent les munitions à jet continu, des munitions et des armements qui ne demandent pas une trop grande sophistication et qui n'ont pas besoin des composants électroniques occidentaux. D'où cette puissance de feu en continu bien supérieure à celle des Ukrainiens. À cela s'ajoute un problème financier tout bête.
Ainsi, par exemple, la production d'un drone d'origine iranienne coûte autour de 20 000 $. Pour le détruire, le coût d'un missile terre-air varie de 140 000 à 500 000 $ pour le dernier système de défense américain, NASAMS. L'utilisation massive d'armes occidentales pose un problème de cohérence, de logistique. Il en est ainsi du débat autour des chars. On ne pilote pas un Leclerc comme un char Abrams américain ou un Léopard allemand. Les formations sont différentes comme les munitions. Si les Ukrainiens réclament de tels chars, c'est pour deux raisons. D'une part, les utiliser pour reprendre des offensives au printemps, retrouver cette mobilité coup de poing qui leur a permis d'engranger des succès à l'automne, et d'autre part, mouiller encore plus les Occidentaux dans la guerre en les amenant à être présents directement, non loin de la ligne de front, pour assurer la formation et la maintenance nécessaires pour ces matériels. D'où les hésitations de l'Allemagne qui craint d'être prise dans l'engrenage de la co-belligérance, et avec des généraux de la Bundeswehr qui se sentent pousser des ailes et veulent faire de la guerre en Ukraine l'occasion d'un grand retour de l'armée allemande en Europe. Une chose est sûre, la Russie s'installe dans la guerre. Et si son économie souffre, les sanctions ne l'ont toujours pas mise à genoux, comme l'espéraient les Occidentaux.